essentiellement idéaliste. Par conséquent, l'idéalisme, dans son acception la plus générale, ne peut pas davantage servir à distinguer une école, un genre ni une époque. Mais l'idéalisme se produit sous diverses formes. C'est ici qu'il devient possible de distinguer des genres divers. L'étude que nous avons faite de l'évolution de l'art nous en a donné les moments, correspondant à autant de genres et pouvant servir à qualifier autant d'écoles. Nous avons donc comme premier degré de l'art l'école typique dont le genre consiste à reproduire les types humains, types de race, de caste ou autres, comme faisaient les anciens Égyptiens et Assyriens. Dédaignés aujourd'hui, nous ne faisons plus que des portraits d'individus. L'école typique aurait à faire le portrait de race, travail immense et très utile pour l'ethnographie. J'ai peu voyagé et j'ai pu constater qu'en France, le franc-comtois, le lyonnais, le bourguignon, l'auvergnat ne se ressemblent point. Que serait-ce si hors de France on étudiait les types de l'Europe et du monde entier, l'anglais, l'allemand, le juif présentant bien des différences, le moscovite et le polonais, que je persiste à considérer l'un et l'autre comme slaves, n'en ont pas moins. Je ne dis rien des Chinois, d'où vient donc que les artistes ne font aucune distinction dans leurs tableaux de tous ces types. L'art pour eux n'a qu'une figure, ce qui est absurde. Toutes les races doivent être conservées, représentées dans leur type, dans leur physique, dans l'expression de leur tempérament et aptitude. La seule école qui, depuis les Égyptiens, ait respecté cette règle est l'école hollando-flamande. Elle nous a bien familiarisés avec le type de sa race, qu'un Parisien qui ne connaît des Pays-Bas que les tableaux du Louvre, une fois arrivé à Bruxelles, à Bruges, Gand, Anvers, Amsterdam, se croit en pays de connaissance. La seconde école, indicative du deuxième degré d'art, l'idéalisme, est l'école allégorique, symbolique, mythographique, hiéroglyphique. Née avec la religion, avec les symboles, elle a accompli son œuvre. Elle n'a rien à faire. Ces monuments imités servent à l'ornementation des palais, des jardins, des livres. La troisième école est à la recherche de la beauté pure, de la beauté caractérisée par la proportion et l'harmonie. J'appelle cette école idolatrique, parce que son idéalisme aboutit au culte de la forme pour la forme. C'est par le travail des statuaires que s'est constituée la religion polythéiste. C'est le culte de la beauté visible qui a fait adorer les dieux. Depuis le christianisme, ce culte et l'école d'art qui le représentait avaient disparu. Mais l'école est ressuscitée au XVe et au XVIe siècle, et les dieux à part, elle s'est emparée de l'attention et de la faveur. La quatrième école, c'est l'école chrétienne, spiritualiste ou religieuse. Ici, l'artiste cherche à faire apparaître non plus l'idéal de la forme, mais celui du sentiment religieux. Il donne de l'expression à ses figures, mais une expression mystique, surnaturelle. La beauté extérieure est négligée, effacée, pour laisser paraître la beauté intérieure, qui est celle de l'âme. Or, aussi longtemps qu'il y aura des religions ou des sentiments religieux sur la terre, il y aura une peinture spirituelle témoignant du sentiment de vénération, d'adoration, d'élévation de l'âme vers la divinité, de pureté intérieure, de mortification, de soumission. L'idolâtrie et la spiritualité sont corrélatives et se font pendant. Cinquième école, comptons si l'on veut pour une école le mouvement depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, et qui, sans parler des imitations idolâtriques, symboliques, se distingue par deux choses. Une, l'union de la beauté à la spiritualité, Vierge, Christ. Deuxième, l'application arbitraire des règles du beau et de l'expression à des personnages humains, historiques ou hypothétiques. Quant à la division des classiques et des romantiques en deux écoles, je ne l'admets pas. Ce qui seulement les distingue, c'est le plus ou moins d'importance donnée par les premiers à la beauté de la forme, par les seconds à l'expression du sentiment. Les uns et les autres sont des fantaisistes qui unissent tout, mêlant tout, créant en dehors de l'observation, de la croyance et de la morale. Créent en dehors de l'observation. C'est toujours au fond la même adoration de l'idéal, la même prétention de la peinture d'exister par elle-même et pour elle-même, la même absurdité de l'art pour l'art. La sixième et dernière école, celle qui indique le degré le plus élevé de l'idéalisme, est l'école critique. Art raisonneur, art penseur, art réfléchi. Il a compris qu'il doit exister une harmonie entre la nature et la pensée, art d'observation. Il étudie dans l'expression des traits, les pensées et les caractères. Art essentiellement moralisateur et révolutionnaire. Il fait par les moyens qui lui sont propres la critique des mœurs. Parvenu à ce degré d'élévation, l'art n'est plus ni vénal ni prostitué. Il ne peut pas le devenir. La prostitution est son contraire. Puisque toutes ces écoles et les genres qu'elles représentent sont autant de moments ou époques diverses dans la grande évolution de l'art, que chacune vient se résoudre dans la dernière, il s'ensuit qu'aucun
qu'aucune ne peut entièrement s'évanouir et disparaître. L'art, en se développant, doit tout retenir. Il ne lui est pas défendu de revenir quelquefois sur lui-même, d'obéir à l'inspiration de son enfance et de sa jeunesse, et de prouver que, comme il est progressif, il est universel et éternel. Notre civilisation d'ailleurs est si compréhensive, si vaste qu'elle admet toutes les œuvres, qu'elle ouvre tout à ce qui est bon, beau, utile, un débouché. Ainsi que nous placions dans nos jardins, nos parcs, nos parterres, nos carrefours, sur nos monuments des statues mythologiques ou allégoriques, la jeunesse, l'abondance, Cérès, Bacchus, des faunes, des nymphes, des Vénus, des Apollons, c'est notre droit, et pourquoi pas? Pourquoi renoncer à ces souvenirs? Pourquoi proscrire nos premières années, rougir de notre jeunesse? Pallas, Mnemosyne et les muses sont-elles donc si mal placées à l'Académie? La statue de la nature, Alma Parens Rerum Natura, au musée d'histoire naturelle. Melpomène et Erato, Terpsichore au théâtre. Thémis au palais de justice. Des sphinx sur nos poêles et nos cheminées. Des griffons sur nos fauteuils. Pourquoi interdirais-je l'illustration des fables de La Fontaine, des contes de Perrault, et à plus forte raison de l'histoire d'Hérodote, de Tite-Live? Un écrivain a essayé de restituer le caractère historique de Jésus. Sans doute il n'a pas pu faire une œuvre conjecturale, puisque la peinture n'essaierait-elle pas de restituer, d'après les historiens, les figures des grands hommes? Par la même raison, je ne défends ni Christ, ni Vierge, ni martyr. Le tort, l'erreur, c'est de confondre tout cela dans la même estime, d'accorder à des choses si diverses d'idées la même importance artistique, de juger tout d'après la même critique, et d'oublier que ce qui peut être digne d'éloge même comme art conventionnel, souvenir d'une époque qui n'est plus, il est absurde de le citer comme témoignage de l'art contemporain et de l'opposer aux œuvres anciennes. Ainsi, tandis que pour la jante académique, la peinture dite d'histoire, servant à représenter des événements et des personnages d'une époque éloignée, est le premier de tous les genres, elle n'est pour moi qu'un genre secondaire. Elle n'est pas vraie d'une vérité positive, elle est toute d'hypothèse et ne peut servir qu'indirectement par voie de fiction au grand but de l'art. C'est de l'illustration, du décor, de l'archéologie. Cela peut avoir son agrément, son utilité pédagogique, mais reste fort au-dessous de la destinée vraie de l'art. Bien au-dessous encore sont les illustrations romantiques de Dante, de Goethe, de Shakespeare et de tout un Moyen-Âge fantastique. Velleda, Françoise de Rimini, Faust, Marguerite, Méphistophélès, représentation de personnages fabuleux, créés à l'image des artistes, dans des poses, des attitudes plus ou moins forcées ou intéressantes. Sur les romans prétendus historiques, sur celui de Notre-Dame de Paris par exemple, pareille observation. Ce qui prouve combien on doit se méfier de ces sortes de livres, c'est que même en se refermant dans l'actualité, le romancier est sujet à faillir et ne saisit pas toujours exactement les caractères. Il fausse et dénature la vérité qu'il a sous les yeux et fait des personnages à son image. Un roman dont la fable est placée au Moyen-Âge, plus loin encore, au temps des Romains et des Carthaginois, perd de plus en plus de sa vraisemblance et de son sérieux pour devenir une œuvre de curiosité. Les œuvres conjecturales doivent être présentées comme conjectures. Les histoires de Martin, de Montaigne, de Michelet peuvent nous rapporter des monuments des mœurs de nos pères et parfois essayer de nous les représenter au vif. Il est impossible d'en faire un roman vrai, pas plus que de parler latin ou grec comme les contemporains de Cicéron ou de Démosthène. La traduction du premier chant de l'Iliade par Littré est un tour de force pour lequel il a fallu beaucoup de talent et de science, un prodige de philologie. Je n'oserais y voir une œuvre littéraire. L'humanité, en gagnant des siècles, ne peut s'oublier elle-même. Mais ses mœurs changent et ses goûts, et nos arts, en tant qu'ils nous regardent directement, ne peuvent plus être ce qu'ont été les arts de nos pères. Là est la grande conciliation des époques et le vrai génie des artistes. Aux élèves, par conséquent, toute la partie décorative, aux maîtres, les peintures du temps présent. Ne plus confondre les rangs. Toujours l'art produira des choses d'un idéalisme plus ou moins profond, selon le besoin qu'on en aura. Ainsi, on devra se refaire de la peinture typique. On ne renoncera jamais à l'allégorie ni à la beauté. On fera de la religion et de la fantaisie. Mais tout, en dernière analyse, devra s'expliquer, se compléter par la peinture critique. Tout devra pivoter sur ce genre suprême, l'art critique. Nous ne manquons ni d'études ni de matériaux historiques. Avons-nous vraiment une histoire ?
Nous avons l'histoire providentialiste, Bossuet, Ancillon, Cantu. L'histoire soi-disant philosophique, Gibbon, Raynal. L'histoire classique, Vertot. L'histoire chauvinique, Victoire et conquête, Volapel. L'histoire apologétique et bavarde, Thiers. L'histoire du consulat et de l'Empire. L'histoire doctrinaire, Thiers. L'histoire de la Révolution. L'histoire épique, Michelet. L'histoire roman, Lamartine. L'histoire jacobinique et déclamatoire, Louis Blanc. L'histoire journal, Buchez. Enfin, les manuels d'histoire, cours d'histoire, résumés d'histoire, simples cahiers de professeurs destinés à la jeunesse qui se prépare au baccalauréat. Nous n'avons pas d'histoire parce que nous ne sommes pas devenus nous-mêmes. L'idéal doit être subordonné à la vérité et à la justice parce que celle-ci nous pousse sans cesse à l'action, à la recherche, tandis que l'idéal nous retient dans l'inertie et nous amollit. L'idéaliste est satisfait, il s'admire, il dédaigne, il est étranger à tout. Le justicier est plus modeste, c'est vrai de ce que pensent ses frères et de ce qui leur arrive ne le trouve indifférent. L'idéalisme doit toujours être ramené à la science et à la conscience, à la vérité et au droit, qui sont ses fins, subordonnés au jugement, dont il n'est que le préparateur et l'auxiliaire. Dieu, idéal de justice, est-il séparé de la justice? Il devient pour nous un principe d'iniquité. Au temps des Grecs et à la Renaissance, le beau étant pris pour le resplendissement du vrai, selon le mot de Platon, on avait le droit d'en conclure que l'on ne pouvait s'égarer dans la voie de l'idéal. L'idéal et l'idée, comme le beau, le vrai et le juste, étant identiques. Mais nous avons remarqué que nous persistons à dire que la beauté recherchée seule est abstraction faite de la vérité et du droit, sans une conscience suffisante, de la justice et sans une philosophie parallèle, n'est qu'une donnée incomplète, un mirage corrupteur. L'identité de plus en plus approchée de ces trois éléments, beauté, science et justice, est aussi le but où nous allons en vertu du progrès. Beauté divine et beauté humaine. L'école critique, comme celles qui l'ont précédée, n'est à son tour qu'un moment dans l'évolution historique de l'art. Elle est la préparation d'une nouvelle phase que nous pouvons déjà pressentir et qui aura pour but d'allier, dans un idéal inconnu aujourd'hui, la beauté morale à la beauté physique, de créer ce que j'appellerais la beauté humaine, car nous ne connaissons encore que la beauté divine dont la plus haute expression nous a été donnée par l'art grec. La beauté antique est l'image de l'équilibre, c'est la beauté des dieux, l'idéal, le parfait, l'immuable par conséquent. D'après les données de l'art et de la mythologie, on se demande en quoi Vénus pouvait être plus belle que Pallas et Junon, et sur quoi Paris pouvait motiver son jugement. Le grec, adorateur de l'une et de l'autre, pouvait-il admettre que sa divinité eût dans sa personne aucun défaut? Impossible. Chez toutes trois, la beauté devait être divine, immortelle, parfaite. Cela est si vrai que les statues des dieux et des déesses ne se distinguent entre elles par aucune supériorité de ce genre, à moins qu'il n'y ait de la faute de l'artiste. Comme forme virile, Jupiter, Neptune, Mars, Mercure, Apollon, Bacchus se valent. Hercule est un peu au-dessous, mais Hercule n'est qu'un demi-dieu, puis c'est un athlète. Si fort et si beau que soit l'athlète, fût-il comme Hercule, Persée, Castor et Pollux, issu d'un dieu, il est un peu au-dessous du divin dont la puissance ne se manifeste point par énergie musculaire, mais par énergie divine. Il en est de même des déesses, des nymphes. La beauté chez toutes est égale. Qu'on feuillette les poètes, à peine trouvera-t-on entre elles, selon la dignité, une différence de taille. Une autre preuve de la vérité de cette observation, c'est que Dieu et déesse se distinguent par leur attribut représenté symboliquement. Jupiter tient la foudre, Mercure son caducée, Apollon la lyre, Neptune le trident, Bacchus est couronné de pampres, Amphitrite est traîné sur une coquille, Junon en a la couronne, la royauté et le port, Pallas l'égide, la tête de Méduse et la chouette, Vénus sa fameuse ceinture. Quelques-uns, il est vrai, prétendent que celle-ci avait les cheveux blonds et les yeux noirs, tandis que Pallas était brune. C'est un on-dit. A aussi lisez attentivement l'histoire et vous verrez que ce qui détermine Paris, ce fut la promesse que lui fit Vénus de le faire jouir de la plus belle femme de la Grèce, d'une beauté comparable à elle-même. À cette beauté idéale absolue divine, nous devons de temps en temps nous référer. Mais il est une beauté moins régulière, moins géométrique, beauté mobile, passionnée, fougueuse comme la vie, comme la force d'action, comme la santé en éruption. C'est la beauté du diable, inférieure à l'autre pour la correction, la précision, la dignité, la placidité, la sérénité, le calme, le divin, mais bien plus attrayante, plus
capiteuse, plus entraînante par l'expression, la passion, la vie. Le mouvement, elle nous enlève, nous emporte, et nous l'aimons à la folie. Les Grecs, dans leurs fables, semblent avoir pressenti sa supériorité. Remarquez en effet que généralement, il n'y a guère d'amour entre les dieux. Junon et Marie à Jupiter, Amphitrite à Neptune, Proserpine à Pluton, Ré à Saturne, triste ménage. Les muses et les grâces, Pallas, Artémis restent vierges. Les dieux préfèrent les mortels aux habitantes de l'Olympe. Voyez Jupiter et Callisto, Io, Maïa, Léda, Sémélé, Danaé, Alcmène, Europe, Neptune et Théophane, Tyro, Iphimédie, Apollon et Daphné, Cassandre, Coronis, Clymène. Les déesses également se donnent de préférence aux humains, bergers ou princes. Diane et Endymion, Cybèle et Attis, Vénus se prodigue à tous. Dieu est mortel, Jupiter, Apollon, Mars, Bacchus, Mercure, Adonis, Anchise, Butès. Ne dirait-on pas un aveu échappé au poète que la beauté du diable est plus belle que la beauté divine? Les dieux et les déesses se délaissent mutuellement pour courir les beautés mortelles. Il y a là toute une révélation. La beauté divine de Pallas et de Junon laissant Paris froid, celle de Vénus le ravissant d'un regard tant soit peu lascif qu'elle aveu. L'art grec est jugé par ses amoureuses aventures, si naïvement racontées dans la mythologie. De même qu'il est resté quelque chose à faire en religion après la révélation d'Orphée, en morale après l'instruction de Socrate, en politique après Platon et Aristote. De même, après l'art grec, il est resté à créer l'art humain. Or, après 2000 ans, après toutes les transformations de l'art, nous ne savons pas encore ce qu'est la beauté humaine. Car si nous avons recueilli dans notre race de beaux exemples de vertu et d'héroïsme, nous n'avons pas encore tout à la fois vertueux, courageux, intelligent, savant, libre et heureux. Il faut la réunion de toutes ces conditions qui font aujourd'hui comme autrefois l'objet de notre recherche pour créer la beauté virile.